Une production, Les Podcasteurs. Bienvenue, vous écoutez Coquelicot, le podcast qui replace le clitoris au centre de notre vitalité et qui remue en profondeur notre rapport au plaisir féminin. Un rendez-vous de reconnexion à la puissance de cet organe, trop longtemps ignoré. Un appel à notre boussole de sensibilité et de force. Les Coquelicots chéris donnent la parole à celles et ceux qui œuvrent pour cette reconnaissance et pour ramener de la poésie dans nos rapports sexuels. Coquelicot lance un appel pour nous relier, femmes et hommes, dans nos passerelles entre le féminin et le masculin. Coquelicot, tu ressens quoi, toi ? Aujourd'hui, je suis super excitée de recevoir Noémie Delattre. Noémie, tu es féministe, actrice, dramaturge, humoriste, scénariste, metteur en scène. On a adoré ton spectacle Féministe pour hommes. Je l'ai d'abord vu 2 fois avec des super copines, en sortie girly, et puis j'ai embarqué mes parents et ma fille de 12 ans, début 2020. Dès le plus jeune âge, tu as pris possession de la rue et des scènes ouvertes parisiennes. Alors Noémie, qu'est-ce qui dans ton histoire de femme, de fille, d'humaine, t'a donné envie de t'engager corps et âme en planète féministe ? Alors déjà, je me permets une petite correction sur ma bio, mais parce que c'est à propos. Et je suis metteuse en scène et non pas metteur en scène. Et en l'occurrence, j'en profite puisque je suis dans les... je suis pas tellement scénariste, j'ai pas vraiment encore ce talent-là. Disons plutôt que je suis, je dirais, autrice, puisque pour l'instant, j'ai écrit essentiellement du théâtre, un essai et un roman, et de la poésie. Mais donc pas de scénario, pour l'instant. Voilà, c'était mon entrée en matière. Et c'est marrant parce que la manière dont tu poses la question, dont tu formules sur la planète féministe, on a l'impression que c'est quelque chose de très doux et tendre et accueillant. Et pour moi, c'est un combat, une lutte, c'est hostile, c'est chiant, c'est un sacerdoce, c'est une croix. Il y a beaucoup de philosophes, de philosophesses qui ont parlé des lunettes du genre. Je crois que c'est Françoise Héritier, notamment en premier, qui a parlé de ce truc de une fois que tu vois le monde, une fois que tu chausses les lunettes du genre, c'est terminé. Tu vois tout le monde avec ça, avec ce décalage, cette injustice, et tu peux pas dévoir ce que tu as vu. Et je ressens ça très fort. C'est-à-dire qu'effectivement, maintenant que j'ai chaussé les lunettes du genre, j'ai malheureusement des sujets de révolte quasiment quotidiens. Et qui m'ont demandé avec le temps justement de vraiment me reconnecter moi, enfin pas d'ailleurs reconnecter, me connecter tout court parce que j'avais jamais été dans ce qu'il pouvait y avoir chez moi de serein et de calme pour pouvoir me battre sans m'abîmer, pour pouvoir me révolter sans m'enrager, pour pouvoir supporter tout ça. Ok, donc c'est un combat, ces lunettes du genre. Et tu réponds pas tellement à ma question, ou alors tu l'as contournée habilement dans ton histoire à toi. Pourquoi tu t'es lancée là-dedans ? Alors, effectivement, tu as raison, je l'ai complètement contournée pour une raison très égoïste et très prosaïque, qui est que, pardonne-moi, j'ai déjà tellement de fois répondu à cette question que je pense que d'abord les auditeurs et les auditrices peuvent trouver la réponse vraiment n'importe où et que du coup pour garder la joie de ces moments-là et parce que je suis heureuse de discuter avec toi, j'ai préféré faire une réponse que j'avais jamais faite. Mais du coup, effectivement, j'ai pas répondu à ta question. Oh non, j'ai la flemme. Ok, d'accord. Très bien. Non, mais parce que c'est... Moi, j'aime bien, ça me malaise ta flemme. J'avoue, Ok, on y reviendra. Je la reposerai différemment. D'accord. Les femmes libèrent leur parole.
La société s'interroge sur les limites en matière de consentement et en même temps, nos enfants sont élevés avec un libre accès à la pornographie. C'est quoi les questions que tu te poses toi aujourd'hui ? Par rapport à la sexualité et dans l'éducation, enfin au rapport des enfants à la sexualité, essentiellement, ce serait ça ? À la sexualité, aux histoires de consentement, les femmes qui libèrent la parole. Finalement, c'est quoi, dans toute cette démarche que tu mènes, dans cette démarche active, c'est quoi les questions, les trucs qui t'interpellent, où tu n'as pas vraiment la réponse, tu tâtonnes Alors, je réponds précisément à cette dernière question. C'est quoi les choses sur lesquelles j'ai pas la réponse ? Ça serait précisément le voile, la prostitution, la GPA. C'est les 3 sujets sur lesquels je change beaucoup d'avis et mon émotion ne va pas forcément dans le sens de ma raison. C'est 3 sujets que je trouve très compliqués. C'est-à-dire que sur quasiment tous les autres, pour moi, il n'y a même pas de débat. Enfin, il y a une inégalité, elle est patente, et il faut la rééquilibrer, basta. Enfin, il n'y a pas de négo. Et les gens qui ne sont pas d'accord, c'est juste parce que ça ne les arrange pas, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont raison. En revanche, sur ces 3 sujets, je trouve que c'est extrêmement compliqué de statuer parce que d'abord, le point de vue importe. C'est-à-dire que moi, effectivement, le voile, je ne suis pas directement concernée. Ça fait pas partie de ma culture, c'est pas ma religion, c'est pas donc forcément le regard que je vais avoir dessus est forcément biaisé. Et en fait, c'est pareil pour la prostitution et la GPA, c'est des sujets qui m'ont pas concernée dans ma chair. Voilà et pour moi, ce sont 3 sujets qui ont en commun de voir s'opposer 2 valeurs fondamentales qui sont l'égalité et la liberté. C'est les 3 endroits où ces 2 valeurs s'affrontent. C'est-à-dire que si tu privilégies la liberté de faire ce que tu veux de ton corps, louer ton utérus, louer ton vagin ou le cacher, alors tu y opposes forcément l'égalité par rapport aux hommes. Donc ça, c'est vraiment des sujets... Alors sur la prostitution, grâce au podcast d'Océan qui s'appelle La politique des putes, je suis arrivée à une conclusion pour moi. C'est-à-dire que j'ai un avis, moi, maintenant, mais qui est le mien, et dont j'ai conscience de la fragilité. C'est-à-dire que je peux te dire, voilà, moi, ce que j'en pense, mais jamais j'irai le défendre comme étant un avis qui doit être suivi, tu vois. Et mon avis, c'est que je ne suis pas du tout abolitionniste, c'est que je suis pour la pratique d'une prostitution mesurée, sensée, éthique, si on veut dire. Enfin, voilà. Sur le voile, j'ai fini aussi par arriver à une maxime qui résume ma pensée, mais encore une fois, j'irai pas la défendre, enfin, j'irai pas l'imposer, de toute façon, j'impose jamais rien, mais j'irai pas la défendre, et elle se résume ainsi: je suis contre le voile, mais pour le droit de le porter. C'est bien dit. Voilà. Et en fait, le truc qui m'énerve vraiment, et ça je le défends, c'est que le sujet a dévié. Le sujet qui est censé être le voile a dévié sur les femmes voilées. Et donc, c'est elles qui se prennent les coups dans les 2 cas. C'est-à-dire que j'entends des gens dire oui, le voile est une prison pour ces femmes, elles sont victimes. Ok, mais alors si tu considères que le voile est une prison pour ces femmes et qu'elles en sont victimes, ne les ostracise pas, sauve-les. Et va t'attaquer aux hommes qui les voilent, puisque tu prétends qu'elles ne se voilent pas elles-mêmes et qu'elles sont voilées par des hommes. Va t'attaquer à ces hommes, fous-leur la paix. C'est pas cohérent. Soit tu estimes qu'elles sont libres de le porter, et dans ces cas-là, voilà. Donc ça c'est. Et en revanche, la GPA, j'ai toujours pas. J'ai des éléments de réponse, c'est-à-dire que pour moi ça doit être. Il faut à tout prix que ça soit. Il faudrait que ça soit gratuit. C'est-à-dire, enfin, qu'une femme qu'elle ait une compensation, que tout ce que ça lui coûte, évidemment, soit remboursé par les futurs parents, mais en revanche, que ça soit pas un commerce. Et il faudrait aussi que cette femme, à mon sens, ait déjà eu des enfants pour elle, que tu peux pas inventer, enfin, que tu peux pas deviner ce que ça te fait dans les tripes, quoi. C'est ton spectacle qui m'a fait bouger sur les femmes et le voile. Oh, merci. Parce que tu m'as fait douter. Alors que génial. j'avais une position en fait très assez tranchée. arrêtée.
Qui était quoi? Qui était, ça fait chier, quoi, pas de voile, pas de voile en France, en gros, j'avoue. Et ah ouais, la première fois que je t'ai vue dans ce spectacle féministe pour hommes, waouh, là-dessus, ça m'a fait bouger, ça m'a fait vraiment douter. Et surtout, en plus, quand tu remontes sur le sujet en disant elles ont aussi le droit d'être féministes, on peut être féministe. Et voilà. Et je me suis dit, mais ouais, mais elle a carrément raison, et toi, t'es un petit peu obtus sur le... Mais j'étais comme toi, hein. Moi, je viens du même endroit. Je viens Mm. d'un endroit où la vue d'une femme voilée me met mal à l'aise, où je suis intuitivement, viscéralement contre. Enfin, je viens vraiment du même endroit, mais qui est aussi, c'est par hasard aussi, si on vient du même milieu social. Enfin, tu vois, c'est aussi, voilà, c'est parce que c'est pas dans notre quotidien, c'est pas, tu vois. Et ça m'a demandé une vraie gymnastique, et ça m'a demandé. D'ailleurs, j'ai fait une première chronique sur le sujet il y a 6-7 ans sur France Inter, c'était à l'époque où on parlait des wagons réservés aux femmes, on parlait des horaires aménagés dans les piscines pour les femmes, il y avait un festival qui avait fait un endroit spécial pour les femmes, un festival de musique, et tout le monde s'insurgeait contre ces espèces de ghettos. Et j'avais fait une chronique qui avait été vraiment, qui avait défrayé la chronique, c'est le cas de le dire, en disant, donc je commençais, en plus j'étais assise à côté de Leïla Kaddour-Boudadi, qui elle était tout à fait favorable au port du voile, etc. Enfin, en tout cas, qui était contre les gens qui étaient contre le port du voile. Et je commençais mon papier en critiquant ces espaces réservés aux femmes, en disant, vous avez bien conscience quand même que s'il y a un wagon pour les femmes, ça veut dire que les autres sont pour les hommes, enfin que ça vous rappelle pas vite fait quelque chose quand même, ça vous rappelle pas les pires heures de la ségrégation, enfin, est-ce qu'on est sûr qu'on veut ce truc-là? Et donc là, tout le monde opinait, Leïla aussi. Et en fait, j'avais commencé par les quelques mètres carrés du festival, puis les moins de mètres carrés du wagon, puis et j'étais allée de plus en plus petit jusqu'à dire, et au final, on a le voile qui est son ghetto portatif, qui est exactement, et voilà. Et donc, je finissais ma chronique en fait en dézinguant le voile totalement. Vraiment, pour le coup, c'était sans appel, mais en suivant cette trace de l'exclusion qui s'exclut. Enfin, tu vois, voilà. Et Leïla avait été hyper choquée parce que je la voyais qui opinait. Elle m'avait pas vu venir en fait. Donc elle opinait, et au dernier moment, clac, je fais ce virage, et vraiment elle m'a regardé, mais genre tu m'as trahi, parce qu'on était très très copines, tu vois. Mais voilà, et donc j'avais fait ce papier à l'époque, donc c'est pour te dire, tu vois, je viens de vraiment très très loin. Et en fait, c'est un sujet qui est tellement tendu que même les gens... donc je m'étais fait évidemment insulter, menacer de mort, bien sûr, mais même des gens dans mon entourage qui n'étaient pas d'accord avec moi n'avaient pas su trouver les mots pour me le dire. C'est-à-dire que j'ai notamment une amie en tête, Jane, que j'aime beaucoup, et elle m'avait vraiment agressée, quoi. C'est-à-dire qu'elle m'avait en gros traité de raciste tout de suite, sans prendre la peine de... Voilà. Et c'est parce que, justement, personne n'a pu me guider, là, que j'ai, moi, décidé vraiment de faire ce chemin, et après de le mettre dans le spectacle pour essayer d'amener les gens, non pas à changer d'avis, mais à se poser la bonne question, en tout cas. C'est-à-dire à vraiment arrêter de mettre le problème sur les femmes, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, et le mettre sur l'objet, sur le voile, et éventuellement les gens qui le promeuvent, quoi. Dans ton spectacle, tu nous embarques dans un univers sexy, élégant, humaniste. Tu jongles en fluidité entre toutes les sphères. En quoi une meilleure connexion à nos coquelicots participe à ce féminisme que tu proposes de réinventer? Vachement, effectivement. Donc, j'ai d'abord... tu vois, je vais finir par y répondre à ta question. Je vais utiliser plusieurs ustensiles. Je te préviens. Je ne me cache pas derrière mon petit doigt. J'essaierai d'une façon ou d'une autre. Mais ma première entrée dans le féminisme, ça a été par la colère. C'est-à-dire que Frédéric Lopez, donc chez qui j'étais à France Inter, m'avait demandé de faire des chroniques, de raconter chaque semaine ce qui me mettait en colère. Point. Et en fait, au bout de quelques semaines, mois, je me suis rendu compte que tout ce qui me mettait en colère était lié à mon genre. Que systématiquement, les anecdotes que je venais rapporter, les injustices que j'avais observées, les inégalités que j'avais subies étaient liées au genre, quoi, et liées au fait que j'étais une femme.
Donc, le mot féminisme est arrivé. Mais je l'ai refusé dans un premier temps, puisque je faisais partie de ces gens qui pensaient que les féministes étaient de vieilles goudous poilus et vénères. Et donc, j'avais inventé ce mot féministe. Tu vois, parce que je voulais vraiment pas être féministe, quoi. Et donc, j'ai fait des chroniques évidemment féministes pendant 2 ans, tout en me cachant derrière, voilà. Et puis, au bout d'un moment, quand même, je me suis dit, non, ça suffit. Et j'ai décidé de prendre le problème à bras-le-corps. Et du coup, je me suis vraiment renseignée. J'ai toujours été... je suis très, comment ça s'appelle, étudiante. Enfin, j'ai un goût pour les études. J'adore les recherches, j'adore lire, me renseigner, etc. Et donc là, et puis en plus, j'ai un petit côté monomaniaque. Donc là, d'un coup, c'était sur un été, en gros, sur 3-4 mois, je sais pas, j'ai dû lire 50 bouquins sur les différents courants féminisme, l'histoire du féminisme, voilà. Et donc très vite, effectivement, j'ai identifié, avant d'aller dans les spécificités plus récentes des féminismes intersectionnels, des féministes queer, des féministes, etc., le truc essentiel, c'était d'un côté des femmes qui disaient « Nous voulons les mêmes droits que les hommes, exactement les mêmes droits que les hommes, donc on veut pouvoir travailler autant, gagner autant, se décharger de nos enfants autant, gérer notre fertilité autant. » Voilà. Et en fait, dans cette manière de vouloir les mêmes droits que les hommes, il y avait une manière aussi de vouloir être comme les hommes. Enfin, c'est-à-dire, en tout cas, elle conservait complètement les valeurs masculines comme étant les valeurs essentielles, les valeurs auxquelles il fallait arriver. Voilà. Donc, la force, l'argent, le travail, le pouvoir, etc. Et voilà. Et puis, il y en a d'autres qui disaient, en fait, non, je veux pas les mêmes droits que les hommes. Parce que dans ces cas-là, j'aurais jamais de droit sur la maternité, par exemple, puisque les hommes ne sont pas concernés. Je veux des droits qui me soient propres à moi en tant que femme. Donc, pour ça, je dois réfléchir la condition des femmes. Et issue de cette mouvance-là, il y a la mouvance d'après qui était OK. Et alors, c'est quoi les valeurs des femmes? Est-ce que plutôt que de se conformer aux valeurs des hommes, et on sera toujours les deuxièmes, puisqu'on sera toujours forcément moins bien qu'un homme, pourquoi est-ce qu'on ne valoriserait pas ce qui est féminin? Et ça me parle beaucoup, cette idée d'arrêter de vouloir à tout prix courir une course qui n'est pas la mienne, quoi, et dans laquelle je suis vouée à arriver au mieux seconde, au pire dernière. Et donc cette connexion justement au clitoris, donc à l'essence même du féminin. Alors je fais une petite parenthèse. Pour simplifier, effectivement, je mets femme, féminin, tout ça dans la même, dans le même sac, mais j'ai parfaitement conscience qu'il y a des personnes qui ont des clitoris et qui ne sont pas des femmes, des personnes qui sont des femmes et qui n'ont pas de clitoris ou plus de clitoris. Enfin, j'ai parfaitement conscience de toute cette fluidité-là et c'est très intéressant, mais c'est un autre sujet. Et quand je parle du féminin, je parle de ce féminin qui peut se trouver chez les hommes comme chez les femmes. Et je pense que le féminin symbolisé par le clitoris peut se trouver chez des hommes n'ayant pas de clitoris et chez des femmes n'ayant pas de clitoris. Enfin, après, ça devient un symbole. Ça devient... Mais en tout cas, oui, cette idée d'ancrer mon féminisme dans quelque chose qui, pour moi, représentait le féminin. Et donc, pour moi, il se trouve que c'était sexy, etc. Ce qui ne veut pas dire que c'est le féminin. Il y a plein d'autres féminins. Il y a le féminin doux, le féminin enfantin, le féminin écolo. Enfin, il y a 1000 autres féminins. Celui, moi, qui me parle, qui me plaît, c'est celui du sexy, c'est celui du burlesque, c'est celui oui, des paillettes, du spectacle, voilà, d'Hollywood, quoi. Ouais, du grave aussi. Du grave. T'arrives à... Ah ouais. Oui, mais alors là, pour le coup, ça c'est le fond. Ça, c'est le fond, le grave. J'ai essayé de pas le mettre dans la forme, justement. J'ai essayé d'embrasser tous les sujets, y compris graves, avec une forme gaie. Moi, j'aime beaucoup ta façon de ne rien lâcher. Nos corps dans tous nos états, l'égalité au travail, le désir ou pas de maternité, le droit encore fragile aujourd'hui à l'IVG, l'écriture inclusive, l'embarquement des hommes. Tu vas même jusqu'à aborder, je crois que c'était cette semaine t'avoir entendu là-dessus, la valeur accordée au contenu. Ouais. Tu as fait un billet qui m'a beaucoup parlé en tant qu'ancienne dans les médias sur le peu de valeur finalement
qu'on accorde à nos contenus, qui ressort encore cette année en particulier avec la crise terrible qu'on traverse. Et puis dans contenu, il y a contenu. Voilà, j'avais envie de t'entendre là-dessus. Bah, effectivement, c'est le dernier billet que j'ai fait. Et vraiment, il est. Je me suis rendu compte que ça, vraiment, au moins une fois par jour, je reçois une demande. Alors, très souvent, c'est des étudiants, des étudiantes, des gens qui effectivement ne mesurent, enfin, sont eux-mêmes et elles-mêmes bénévoles et ne mesurent pas ce qu'il et elles me demandent. Mais voilà, qui en gros, oui, si vous aviez 2 ou 3 heures de votre temps pour répondre à mes questions pour ma thèse. Et donc, ceci, au début, je le faisais, hein, parce qu'au début, d'abord, j'avais moins de demandes et j'avais plus de temps. Donc, je l'ai fait plein de fois. Il y a 3 ou 4 thésardes qui ont des. Mais voilà, maintenant, j'ai évidemment plus le temps. Et puis surtout, je reçois beaucoup trop de demandes. Donc, bon, il y a cette partie-là. Mais je suis absolument persuadée que si j'étais un homme et que j'avais un quelconque diplôme, etc., et que je parlais pas de féminisme, mais de sidérurgie, Ouais, d'industrie, voilà, je suis absolument certaine que j'aurais beaucoup moins de demandes. Enfin, qu'on me dirait, on me demanderait une demi-heure maximum, on me proposerait un dédommagement, on s'excuserait de me demander ça. Là, c'est vraiment tranquille, quoi. Bien sûr que j'ai 3 heures de mon temps pour défendre ma cause. Parce que c'est ça aussi. C'est comme je défends ma cause, ça m'arrange. Voilà. Et en plus de ça, depuis quelque temps, il y a carrément des journalistes, donc c'est leur putain de métier, bordel. C'est-à-dire que ces gens sont payés pour produire du contenu dans des magazines. On les rémunère pour ça et ils et elles me demandent, en gros, de faire une partie de leur travail bénévolement. Donc c'est ce qui s'appelle de l'exploitation, hein, tout simplement. Oui, et alors c'est à chaque fois c'est la formule qui va bien. Oui, alors c'est une carte blanche, ou alors oui, si tu veux un peu parler de tes idées, défendre ce que tu as, machin, si tu veux. Et c'est juste histoire de cause. Sous prétexte que j'ai une cause. Alors, surtout celle-là, il faudrait qu'elle soit gratos. Et il faudrait qu'elle soit gratos. Alors que, pardon, mais je suis extrêmement compétente. Ça m'a demandé, je l'en ai parlé tout à l'heure, des mois et des mois de recherche, de travail. Je réfléchis quotidiennement à ces questions. Je produis en permanence du contenu, mais qu'on peut appeler de manière moins prosaïque. Je produis de la réflexion, je produis de la pensée qui est utilisée par d'autres, qui rebondit, qui fait avancer le monde. Et je dis ça vraiment sans aucune fatuité, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui, par leur pensée, font avancer le monde. Oui, apportent de la valeur. Apportent de la valeur, c'est ça. Et font avancer des sociétés, des générations, enfin, font changer des choses. Et non. Et on me demande d'écrire une page, 3 pages, de faire une vidéo de 5 minutes. Et je l'ai fait longtemps, gratuitement. Et d'un coup, ça m'a pris. Je me suis dit, mais vous êtes fous? Mais qu'est-ce qui vous... Mais bien sûr que non. Enfin, ou alors combien vous... Je vais vous annoncer mon tarif horaire, il n'y a pas de problème. Hein. Alors, si c'est pour les vidéos, mon tarif horaire, c'est 1 000 €. Voilà, enfin, ça, c'est le premier prix. Je fais ça parce que c'est la cause, justement. Sinon, si je vais en entreprise, c'est 5 000. Et puis, sinon, je suis payée tant au mot, tant à la ligne. Je peux vous faire un petit forfait. Mais là, les 3 pages que tu m'as demandé en carte blanche, ça va te coûter 4 000. Tu termines ou tu viens de terminer l'écriture d'un livre qui parle de la puissance du sexe de la femme. Enfin, moi, j'ai eu envie d'entendre ça. Je me suis emballée. Non, mais t'as raison, parce qu'effectivement, le passage que j'ai lu parlait de ça, tout à fait, parce que c'est une problématique personnelle. Si, non, mais t'as raison, on peut complètement le dire comme ça. Qu'est-ce qu'il a de puissant, ce sexe féminin, ce coquelicot? Ça, pour le coup, il m'a fallu 300 pages pour... donc, je peux pas te... Justement, pour moi, c'est compliqué. C'est très compliqué de ne pas voir le sexe féminin comme un trou, comme une béance, comme un manque, comme quelque chose à combler, comme quelque chose d'incomplet, comme... depuis des générations et des générations, on est élevé, homme comme femme, dans cette idée-là. Qu'une femme est un homme à qui il manque un pénis... Merci Freud, et que notre sexe, oui, est un trou, un trou mort. Enfin, tu vois. Donc, c'est super compliqué de se réapproprier. Ça fait 2 fois que j'emploie le préfixe ré à tort, parce que se l'approprier tout court, en fait, on ne nous l'a jamais donné. Il faut créer, il y a tout à créer.
Donc, j'ai vraiment le sentiment qu'on est dans la savane avec notre machette, tu vois, devant une terre vierge, jamais foulée. Et c'est compliqué parce qu'il n'y a pas de modèle. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas eu de modèle. Ma mère est morte, j'ai plus enfin, c'est-à-dire que je me suis retrouvée à un moment dans la vie, j'étais adulte et je me suis rendu compte que personne, jamais, à aucun moment, ne m'avait parlé de mon sexe. Ni dans ma famille, ni à l'école, ni à la télévision. Personne, jamais, ne m'a parlé de mon sexe. Et que le seul lien que j'avais avec le mien, donc rien, et avec le sexe d'autres femmes, n'étant pas homo, c'était la pornographie. Rien d'autre. Donc, que des petites chattes tout épilées, comme des petits abricots, et qui font tout de suite. Donc, vraiment, heureusement que j'avais assez de discernement pour me dire, je pense qu'il y a autre chose à trouver. Mais c'est pas. Il y a vraiment. Alors, il y a une nouvelle génération d'Instagrammeuses, d'influenceuses qui sont vraiment extraordinaires. Je pense à June Pla, je pense à Camille de Je m'en bats le clito, je pense à merde, j'aimerais bien les citer vraiment toutes. Et il y a Maya Mazorette aussi. Maya Mazorette, évidemment. Il y a la prédiction à Liona. Il y a tout un tas de comptes de nanas, voilà, qui mais c'est vrai que c'est récent. Mais c'est extrêmement récent. Parce que depuis, j'avais lu évidemment les monologues du vagin d'Ève Ensler, vus sur scène, mais j'ai en tête ce livre, qui date d'il y a 20 ans au moins, je pense. Au moins. Ton spectacle. Et King Kong Theory, aussi sur scène, qui un peu aborde. Tu me mets avec les monologues du vagin, King Kong Theory, je pense que carrément, je vais pleurer. Carrément. Tu peux. Voilà, pour moi, j'ai en tête ces 3 livres et spectacles. Mais sinon, en effet, c'est Terrain Vierge. Ouais, c'est Terrain Vierge. Terrain Vierge sur le plaisir féminin et le sexe de la femme. C'est fou, hein. C'est dingue. Pourquoi le coquelicot est absolument d'actualité ? Tiens, toi de me le dire. C'est toi qui fait le coquelicot. Ah, je cherche avec toi. Maintenant que j'ai une machette, je vais peut-être y voir plus clair. Pourquoi le coquelicot Pourquoi c'est un bon sujet d'actualité ? Ça dérange, j'ai l'impression, mais bon. Non, mais déjà, surtout coquelicot, donc c'est un mot que tu as inventé. Donc, il n'y a pas de définition précise. Moi, quand j'entends coquelicot, j'entends sororité, en fait. C'est ça que je pourrais dire, elle, c'est ma coquelicot, ou c'est mon coquelicot. Enfin, ouais. Non, mais c'est ça. Tu vois, on est. Et effectivement, cette idée d'être, comme on disait, dans la savane en terrain vierge avec notre machette, c'est plutôt cool d'être plusieurs là-dedans et de. En fait, ça fait 1 an et demi que j'ai initié un projet théâtral qui s'appelle Sabat, qui est une création collective en théâtre dansé. Et c'est un projet très, très ambitieux. Aujourd'hui, on est déjà 27. Actrice, technicienne, vidéaste, DJ, musicienne. Enfin, c'est un très, très vaste projet on devait jouer là, et le deuxième confinement nous a malheureusement coupé l'herbe sous le pied. Mais là, il est question d'une captation pour France Télévisions et puis après, on le jouerait dès que ça se reprendrait. Mais tout ça pour dire que ça fait plus d'1 an que je travaille avec toutes ces femmes autour de la puissance des femmes, de la puissance du féminin, autour de la sororité, autour de tous ces sujets. Et non seulement l'expérience qu'on a vécue pour la création de ce spectacle était dingue, individuellement et collectivement, on a vraiment vécu des choses incroyables et très, très, très nourrissantes. Et ça a développé, j'allais dire chez moi, mais en fait, je crois chez nous toutes, cette coquelititude et qui fait que j'ai... Attends, flashback, j'ai joué les monologues du vagin, moi, il y a 15 ans ou 10 ans. Et c'était la première fois de ma vie, en interprétant ce texte et en le jouant, etc., c'était la première fois de ma vie que je me suis sentie appartenir à la classe des femmes. J'avais jamais eu conscience du fait que j'étais une femme parmi... Enfin, tu vois,
Je disais que j'étais française, je disais que j'étais agnostique, je disais que j'étais de gauche, je disais que j'étais sympa. Enfin, tu vois, je disais pas. Je suis une femme. Non, ça me semblait. Enfin, j'avais même pas la conscience en fait. Donc c'est pas que je le refusais, c'est que voilà. Et là, non seulement j'ai pris conscience que j'étais femme, et surtout que j'étais femme parmi les femmes, et que quelque chose me reliait à toutes les femmes du monde de manière métaphysique. Enfin, tu vois, que j'étais reliée à toutes les femmes du monde, passées, présentes et futures, et qu'on était toutes reliées à travers les continents, à travers les classes sociales, à travers les âges, à travers tout. Et ça m'a bouleversée, et je pense que ça a été les prémices de ce qui plus tard est devenu mon féminisme. Et là, donc je reviens au présent avec cette histoire de Sabah, cette création collective et cette émulation entre femmes et tout ce qu'on a vécu, ça m'a fait franchir encore une étape comme une diaspora. C'est-à-dire que je ressens, mais enfin c'est même pas que je ressens, c'est que j'expérimente quasiment au quotidien ce que les femmes s'apportent entre elles. Enfin, en tout cas, ce que moi, je puise chez les autres femmes et ce que j'ai l'impression de leur donner. Et que c'est quelque chose qui est vraiment... je te dis, ouais, comme ça me fait beaucoup penser, tu sais, au peuple juif, avec cette diaspora et cette extrême solidarité due à tout ce qui a été subi par ce peuple et cette préférence affichée. Bien sûr, oui, je vais préférer prendre quelqu'un de ma communauté plutôt que quelqu'un d'extérieur. Oui, bien sûr. Et c'est pas contre toi, c'est juste une histoire de survie en fait. Et c'est dans mes tripes, et c'est dans mes veines, et c'est dans mon sang, et c'est comme ça. Et je ressens vraiment ça avec des femmes, c'est-à-dire de me dire oui, seulement parce que tu es une femme, juste parce que tu es une femme, pour aucune autre raison, je vais partager d'un coup quelque chose que je vais pas partager avec cette autre personne qui est peut-être formidable, mais qui n'est pas une femme. Et sur des choses de sexualité, c'est pas les odionies, tu vois. Je te disais que j'en ai. Ben voilà, typiquement, c'est une copine qui me dit bah tiens, est-ce que tu as déjà entendu parler? J'ai pensé à toi. Elle m'envoie le truc. Hop, enfin, il y a une espèce de. J'ai l'impression que d'un coup, il y a une émulation de choses qu'en fait, on se transmet. On se transmet sur le plaisir, sur le clitoris, sur la maternité, sur le vagin, sur le rapport aux hommes, sur le rapport à soi, sur la puissance, sur ce qui nous est possible de faire, sur les limites qu'on peut dépasser. J'ai l'impression que chacune fait un pas et dit aux autres « Venez, il y a un chemin !» complicité en intimité. Enfin, moi, je trouve la journée des j'ai hâte de découvrir Sabah. Ouais. Et coquilitude ou comment t'as dit? La coquilitude, ouais. La coquilitude. Mais Sabah, tu vas adorer. Sabah, c'est, enfin, je peux pas croire. C'est tellement énorme ce qu'on a vécu nous en le fabriquant que je peux pas imaginer que ça en soit autrement pour les gens qui vont recevoir ce spectacle. Enfin, d'ailleurs, on a fait une sortie de résidence à la moitié du travail et ça a été très très fort. Enfin, les retours qu'on a eu des gens présents ont été très très forts. C'est-à-dire que le retour le plus négatif que j'ai eu, c'est quelqu'un qui m'a dit moi c'est vraiment pas mon univers, ni la danse enfin c'est vraiment pas mon univers, mais c'est fort. Donc et je te parle pas de toutes les autres qui étaient là. Oh, moi c'est mon univers. Est-ce que je peux venir avec vous? Je voudrais danser avec vous. Je veux être là. Je veux venir. Je veux participer. J'ai eu 50 candidatures spontanées. Alors, je crois qu'il est grand temps de parler de femmes à identité capillaire variable. Non. J'ai une question, c'est quel est le lien que tu fais entre tes changements de coiffure et ta libido? Ah, j'y ai jamais pensé. Moi, je me suis demandé. Alors, parce que je crois pas, non. Non, pas. C'est pas géométrique avec c'est pas à variabilité de. Non. Je crois pas. Avec mon humeur, oui, mais c'est pas les changements. Enfin, c'est-à-dire que moi, j'impose des changements capillaires fréquents à mes cheveux, mais eux m'en imposent aussi. C'est-à-dire que chaque matin, c'est la surprise. Je sais pas si je vais être frisée, bouclée, raide, crépue. Ah, je te jure, hein. C'est un cauchemar. Alors, sur les tournages, tu vois, pour les raccords et tout, les gens s'arrachent les cheveux, c'est le cas de le dire. Tu sais jamais comment je vais arriver. Tu sais jamais avec un épieu, un truc, c'est l'enfer. C'est vraiment l'enfer. Et pour le coup, ça, c'est très lié à l'atmosphère météorologique et à mon humeur. Vraiment, c'est-à-dire que tu vois quand je suis fatiguée, tu vois quand je suis vénère, tu vois... Tes cheveux le disent tout de suite. Et tu vois aussi, oui, tu vois quand j'ai baisé, ça se voit beaucoup. Je suis très... C'est-à-dire qu'il y a il y a vraiment des nœuds
que tu peux pas, enfin des trucs, tu vraiment, tu me fais griller. D'accord. Tu me feras le décodage. Tu as baisé les cheveux mouillés. Ah non, c'est quand j'ai baisé les cheveux mouillés, pardon. Mais pas sec. Et effectivement, quand j'ai séché mes cheveux comme ça. J'adore. Pour toi, en 2021, c'est quoi une femme qui se réalise? C'est une femme qui s'affranchit des injonctions qui pèsent sur elle. C'est-à-dire, justement, si je te répondais à une femme qui se réalise, c'est une femme qui a une carrière, ou c'est une femme qui a eu des enfants, ou c'est une femme qui a eu des amis, ou c'est une femme qui fait du yoga et de la méditation, alors je perpétuerais ces injonctions qui pèsent sur les femmes de ce qu'elles doivent être et ce qu'elles doivent pas être, et ce que c'est qu'une femme accomplie, voilà. Donc justement, la réponse que je te fais, c'est une femme qui aura réussi à se libérer de tout ça, s'affranchir de tout ça, et qui sera exactement ce qu'elle veut. Donc qui sera peut-être une mauvaise mère avec une carrière pourrie, mais qui se sera réalisée en tant que femme à un endroit qu'elle seule connaît et qui ne regarde qu'elle. Qu'est-ce qui, dans les témoignages que tu as reçus, a remué le plus en profondeur ton rapport au plaisir féminin? Alors, dans les témoignages que j'ai reçus, ou dans ton vécu, j'y reviens. Ouais, c'est plutôt ça. Moi, pour le coup, et c'est central dans le roman que je suis en train de finir là. On pourrait presque dire que c'est l'histoire de la, pas de la découverte de mon plaisir, de la découverte de mon désir, peut-être plutôt. Parce qu'en fait, le truc que j'ai vraiment compris, j'ai toujours opposé la Vierge et la putain. C'est-à-dire que j'étais souvent entourée de femmes, tu vois, pudiques, coincées, ah bah non, pas ci, pas ça. Donc j'ai toujours été très remontée contre toutes les religions ou les traditions qui empêchent les femmes. Jamais le premier soir, la levrette c'est dégradant, la pipe c'est consternant, ah non, enfin tu vois, tout ce truc-là. Et j'ai toujours eu l'impression que la liberté des femmes passait par cette liberté sexuelle, et que si tu couchais avec qui tu voulais, quand tu voulais, que tu faisais la toupie japonaise et la boîte turque, alors forcément c'est que tu étais tu vois, libérée. Et étant passée par là, ayant eu justement cette période de grande liberté sexuelle, moi dans ma vie, je me suis toujours opposée à ces femmes coincée et emprisonnée, en disant que moi j'étais libre et elles non. Et en fait, ce que j'ai compris très récemment, c'est qu'en fait on était exactement prisonnières pareil par l'autre côté. C'est-à-dire que ce soit en s'interdisant telle ou telle pratique ou en se les imposant, on était, elles comme moi, dans une sexualité totalement androcentrée, qui n'avait aucune autre considération que pour la quéquette, quoi. Et que ces scènes que j'ai vues dans tous les films du monde, et d'ailleurs auquel j'ai emprunté le titre de mon roman. Mon roman s'appelle, enfin pour l'instant, L'amour en sortant de l'ascenseur. Et donc toutes ces scènes que j'ai vues dans 50 films, 50 séries, que j'ai vues décrites dans 50 livres, et que j'ai moi-même vécu 50 fois, de on sort de l'ascenseur, on se déshabille, on se colle contre le mur, et on jouit. Mais à quel moment? Quelle femme jouit en 2 minutes debout contre un mur? Aucune. Ça n'existe pas, en fait. Mais c'est tellement rentré en nous que, enfin, ce qui m'a fascinée, en fait, c'est de m'apercevoir que je pouvais être excitée, énormément excitée, par des choses qui ne me procuraient pas de plaisir. Par exemple, donc un exemple très très concret, j'ai à peu près aucune chance de jouir. Attention, je parle de vraiment jouir. Je peux avoir du plaisir, ça peut être sympa. Mais jouir vraiment, avoir un orgasme en levrette, sans autre stimulation, franchement, très peu de chance pour moi. Et pour peu de femmes aussi, parce que c'est l'anatomie. Le clitoris, il n'est pas au bon endroit, la levrette, ça tape en haut, et le clitoris, il est en bas. Donc forcément, il y a un moment... bon. Bref, donc voilà. Et en revanche, un bon petit missionnaire avec un oreiller sous les reins, là, je décroche les rideaux en 3 secondes. Eh bien, je suis tellement formatée dans mon cerveau reptilien par toute cette iconographie
androcentrée que je vais supplier un mec de me prendre en levrette. Et c'est ça qui va m'exciter. C'est-à-dire que le missionnaire avec l'oreiller sous les reins, ça m'excite pas. Mais ça m'excite pas. C'est même biologique. Je ne mouille pas. Enfin, ça ne m'excite pas. Et c'est pas ça que je vais réclamer. En revanche, je vais réclamer un truc alors que je sais que c'est pas ça qui va me faire jouir. Quand même dingue. Ah, c'est fou. C'est l'histoire qu'on nous a racontée. Il faudrait qu'on se raconte. Et pareil pour la pipe. Le nombre de femmes dont j'ai fait partie qui disent j'adore sucer, je pourrais sucer pendant des heures. Alors montre-moi le clitoris que tu as sous la langue, hein, parce que je ne le connais. Enfin, donc dire ça m'excite, oui. Dire j'aime bien donner du plaisir à l'autre, oui. Dire ce que tu veux, mais dire je prends un plaisir fou à sucer, non. Donc, c'est important qu'on arrête en fait de dire ça. Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, oui, j'adore sucer, mais j'adore sucer pas parce que ça me procure du plaisir. J'adore sucer parce que j'ai un sentiment de puissance à ce moment-là, parce que j'ai le sentiment justement d'être une bonne petite baiseuse qui rentre bien dans, enfin, pour plein de raisons qu'effectivement je pourrais énumérer pendant des heures, mais pas parce que j'ai du plaisir. Ça n'est pas vrai. C'est un truc qu'on nous fait croire pour continuer à sucer. Excellent, excellent. D'ailleurs, je vais en profiter. Là, en face de moi, tu te sens plutôt femme ou plutôt homme ? Pour une question d'équilibre, je dirais plutôt homme parce que je te trouve extrêmement féminine, en tout cas dans la manière dont je me représente le féminin. Enfin, tu vois, t'es mince, t'es gracile, tes bijoux, tes lunettes, tes yeux clairs. Enfin, pour moi, tu es tout à fait un archétype au sens enviable du terme, enfin, tu vois, de la femme, de la féminité. Enfin, disons, tu m'aurais posé, je vais beaucoup mieux maintenant, mais tu m'aurais posé la question il y a 3 ans, je t'aurais dit, en face de toi, je suis une grosse gourdasse masculine en masse dégueulasse, tellement tu es exactement ce que j'aimerais être. Ah bah oui. Je me ferais pas parce chier. que moi, je me sens assez homme là en face de toi. C'est dingue, tiens, c'est fou. Hein. Mon Dédé, il est tout content. Il est hyper content, il se sent hyper privilégié d'avoir toutes ses confidences et ses précisions. Mais c'est marrant. Mais aujourd'hui, parce que je vais mieux, je suis capable de te trouver féminine sans me trouver moi immonde, tu vois. Et puis je suis capable de te trouver belle sans avoir envie d'être comme toi, tu vois. Mais ça, c'est un progrès personnel que j'ai fait, récent, très récent. Mais oui, et sur les comment ça s'appelle, les accessoires. Enfin, tu vois, je suis très féminine dans la mesure où j'ai des ongles faits, j'ai du maquillage, j'ai des talons, j'ai des faux seins, des faux cils. Non, ils sont partis les faux cils, mais bref, voilà. Mais justement, je répondais ça à une copine, j'ai dit mais tu crois vraiment, si je me sentais féminine, que je me ferais chier avec tout ça? Mais non, si je me sentais féminine, je mettrais un jean et des baskets et je gagnerais du temps. Tu vois, c'est précisément parce que je ne me sens pas à la hauteur de ça que... Mais encore, pour dire que je vais mieux. Là, il se trouve que je suis pas mal apprêtée, mais parce que d'un coup, ça me... Ah oui, tiens, ça je veux te dire ça. Attends, 2 choses. La première, ça fait 1 an ou 2 que j'ai plus jamais de vernis à ongles, que mes faux seins, ils sont là, mais j'ai plus à m'en occuper, que je m'habille... Enfin, que justement, je me suis tellement bien réconciliée avec mon féminin que j'ai plus besoin qu'il soit ostentatoire. J'ai plus besoin d'en faire des caisses et je me sens féminine quand même. Donc ça, c'est super, c'est le progrès. Et truc hyper intéressant, je me suis rendu compte, aujourd'hui par exemple, je suis allée me faire mettre du vernis à ongles sur les mains et sur les pieds, sur les ongles des orteils, alors que je suis célibataire et que je suis pas du tout en chasse et que, a priori, personne d'autre que mon fils et mon chat ne vont voir mes pieds le temps que ce vernis durera. Donc c'est bien la preuve que je l'ai fait pour moi. C'est dans mes chaussures, il y a personne d'autre. Et donc c'est bien la preuve que ce truc de les femmes s'apprêtent forcément par soumission aux injonctions patriarcales, c'est ce que j'ai longtemps cru, j'avoue. Mais là, force est de constater que j'ai pris un plaisir fou à lâcher 100 balles pour aller me faire mettre du vernis permanent sur les pieds et sur les mains pour personne d'autre que moi. Et là vraiment, personne d'autre. C'est sûr qu'il n'y aura pas un gars chez moi dans les 4 prochaines semaines, quoi. C'est cadeau. C'est cadeau. Cadeau pour moi. C'est cadeau. Mettre de la poésie dans les rapports sexuels, ça t'évoque quoi ? La suite de mon chemin. Je suis exactement là. C'est-à-dire, c'est ça que je voudrais faire là maintenant.
Là, déjà, j'ai enlevé la guerre qu'il y avait dans mes rapports sexuels. J'ai enlevé l'hostilité. J'ai réglé des gros problèmes. Et je peux enfin... j'ai vraiment l'impression là d'être sur le seuil d'une nouvelle route où ça y est, je me suis débarrassée de toutes mes casseroles, tous mes gros sacs à dos, tous mes vieux dossiers. J'ai tout laissé. Et là, je suis toute nue devant un chemin de mousse. Et je me dis, alors, qu'est-ce qui va se passer ? Et j'ai maintenant le loisir de me demander ce dont j'ai envie, ce qui me plaît, ce qui me déplaît. Et tu me parles de poésie, j'y aurais pas forcément pensé toute seule, mais d'un coup, je dis, ah oui, tiens, bonne idée, tiens, essayons. Ah oui, oui. Alors, qui ? Parce que du coup, il me faut des gens. Oui, je passe un appel. Qu'est-ce que tu as le plus à cœur de transmettre aux jeunes générations ? La conscience du sexisme du monde dans lequel on vit. C'est vraiment important. Parce qu'après, qu'on soit capable de lutter contre ou pas, ça c'est... tout le monde n'est pas capable, tout le monde n'a pas le temps, les capacités, le courage, la détermination de se battre, d'agir. Donc ça, je peux pas le demander. Enfin ça, moi et toi et certains, on s'en charge. Enfin, c'est le boulot de... Tout le monde ne peut pas prendre cette charge-là. Mais en revanche, ce que je demande à tous et à toutes, c'est-à-dire vraiment ce que je souhaite aux générations à venir, c'est juste d'avoir conscience. C'est d'arrêter de trouver normal que le masculin l'emporte, arrêter de trouver normal que... En fait, non. Questionnez tout, remettez tout en question, ça n'est pas normal. Ça n'est pas normal, ça ne doit pas rester, ça doit changer. C'est pas grave si vous faites rien. Juste, ayez conscience que ça doit changer. Alors, avant de se dire à bientôt, Noémie, je te propose qu'ici, dans ce studio, chacun s'installe dans son espace intime. Chacune, tu as tout à fait raison. Chacune s'installe dans son espace intime. On prend ici le temps de nous inspirer depuis nos intérieurs, à l'écoute de nos dedans. Donc là, je vais te poser quelques questions plus oniriques, on va dire. Association libre, ça vient comme ça vient. D'accord ? Je te pose une question et tu flottes avec la question. Ok ? À quel moment écoutes-tu ta boussole de sensibilité ? Ah là là, malheureusement, c'est pas moi qui choisis. Il n'y a pas des moments. Je n'ai que ça. J'ai rien d'autre. Je suis incapable de... En fait, je suis ma boussole de sensibilité. Donc, je ne peux pas m'en défaire. Il n'y a pas de répit. En quoi ton coquelicot est-il une force ? Alors, c'est marrant parce que j'ai l'impression que tu emploies le mot coquelicot à la place de clito, mais du coup, moi, à chaque fois que tu dis coquelicot, j'entends autre chose que clito. J'entends vraiment coquelicot, et donc à chaque fois, je m'interroge sur ce que c'est que mon coquelicot. Et du coup, là, la manière dans cette phrase-là, c'est comme si mon coquelicot, c'était c'est quelque chose d'abord qui serait en dehors de moi, juste en dehors de moi, et qui serait comme mon coquelicot, c'est ça, c'est une prise en fait, c'est comme un truc pour me connecter, c'est une connectique extérieure pour se brancher j'allais dire à d'autres gens, mais non, je crois à d'autres femmes, exclusivement à d'autres femmes. Je crois que c'est vraiment ça en fait. Le coquelicot, c'est ce qui te permet de te connecter directement et exclusivement soit à d'autres femmes, soit aux femmes de manière absolue, quoi. Comme un petit talisman. Tu es à l'écoute reliée à ces femmes. Quels sont les mots qui t'ont le plus touché pendant ce temps de partage ? C'est marrant parce que tu parlais de la boussole de sensibilité. En fait, c'est pas des mots. C'est pas des mots. C'est des moments, des énergies. C'est essentiellement ton débit
ton rythme de parole qui est très original, très rare. On va toujours tellement vite. Oui, il y a quelque chose. En fait, il y a quelque chose dans ta position, vraiment ta posture, ta position physique. Alors, je sais, tu m'as dit, ouais, je suis en jupe, etc. Mais en même temps, il y avait un moyen simple, c'était de croiser les jambes, mais très mauvais, évidemment. Et non, mais c'est ça. Et en fait, justement, le fait que tu n'aies pas du tout les jambes croisées, enfin, c'est comme si je voyais totalement l'énergie qui circule. Il y a quelque chose de très fluide, de très agréable dans ce que tu dégages. Bah, tu vois, là, en fait, voilà, c'est comme si j'avais connecté mon coquelito à ton fleuve, quoi. Coquelito, tu ressens quoi, toi? Je me ressens bien. À présent ancré en toi et relié aux autres coquelitos, avec quoi tu repars? Bah, avec ce mot. Avec ce mot, coquelito. Ouais. Merci Noémie. Merci Cara. À très bientôt pour un nouvel épisode de Coquelito. Coquelito, je nous trouve très beaux.